Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va observer le corps humain, mais pas n'importe comment. On va le voir comme une machine d'une complexité absolument dingue. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Le but, comprendre comment on passe des plans de base de l'anatomie à des prouesses techniques incroyables, comme celles qu'on voit dans le monde de la gymnastique. C'est un vrai voyage, de la biologie la plus pure jusqu'à l'art de maîtriser les airs. Bon, première chose à clarifier. L'anatomie, ce n'est pas juste un catalogue d'os poussiéreux. C'est là qu'on sépare l'anatomie descriptive de l'anatomie fonctionnelle. Et c'est cette dernière qui nous intéresse aujourd'hui. L'anatomie fonctionnelle ne se contente pas de dire tel organe est à tel endroit. Elle révèle la véritable mécanique du mouvement. Elle explique comment toutes ces structures s'emboîtent pour créer l'action. Bref, c'est l'étude de l'ingénierie de notre propre corps. Voici donc notre feuille de route. L'anatomie au service du sport, la mécanique du corps humain, la typologie des articulations, l'analyse de l'activité gymnique, le lexique du mouvement et enfin les muscles en action. Section 1, l'anatomie au service du sport. En gros, comprendre nos limites naturelles et le fonctionnement de nos articulations, c'est la clé absolue pour rendre nos mouvements beaucoup plus efficaces et surtout pour réduire considérablement le risque de se blesser. Ce qui nous amène à la section 2, la mécanique du corps humain. Pensez le corps comme une machine. Pour bien piger le mouvement, il faut vraiment voir l'humain comme un moteur ultra sophistiqué qui dépend de 3 systèmes vitaux travaillant de concert. Et la répartition des rôles est juste parfaite. Le mouvement, c'est un vrai travail d'équipe. D'abord, on a le système ostéo-articulaire. Ça, c'est notre charpente rigide, nos leviers. Ensuite, le système musculaire. Lui, c'est le moteur, celui qui apporte la force et la tension. Et enfin, le système nerveux, c'est le boss, le pilote, qui envoie tous les signaux électriques indispensables pour coordonner le tout. Et quand on regarde comment tout ça s'empile, c'est fascinant. D'un côté, on a cette base rigide, les os, qui nous soutiennent. De l'autre, on vient superposer le réseau musculaire. Et on voit très bien comment la tension vient s'ancrer directement sur cette charpente. C'est simple, sans les os, les muscles n'auraient rien sur quoi tirer. Et sans les muscles, eh bien le squelette resterait planté là, totalement immobile. Section 3, typologie des articulations. Parce que ces os, ils ne sont pas connectés au hasard. Leur jonction dicte très précisément ce qui est mathématiquement possible pour notre corps, que ce soit en termes de souplesse ou de stabilité. Il y a en fait 2 manières d'analyser ces articulations, soit par leur structure physique, c'est-à-dire les tissus qui les tiennent ensemble, comme les fibres ou le cartilage, soit, et c'est ce qui nous intéresse le plus dans le sport, de manière fonctionnelle, selon leur degré de mouvement. Prenons un premier exemple extrême, les synarthroses. Pensez aux sutures du crâne. Elles sont liées par un tissu fibreux hyper dense, ce qui fait qu'elles sont totalement immobiles. Ici, la biologie a fait un choix radical. On verrouille tout pour protéger les organes vitaux au détriment du mouvement. C'est une véritable armure. En allant vers un peu plus de souplesse, on tombe sur les amphiarthroses. Des articulations semi-mobiles reliées par du cartilage. La colonne vertébrale, c'est le parfait exemple. C'est un compromis génial. Ça offre un support massif pour nous tenir debout, tout en gardant juste assez de flexibilité pour pouvoir se pencher ou tourner. Mais la véritable star du mouvement sportif, c'est la diarthrose. L'épaule l'illustre à merveille. Ce sont de vraies articulations mobiles équipées de liquide synovial qui agit comme une huile mécanique ultra performante. C'est ça qui nous donne les degrés de liberté maximum, absolument nécessaires pour réaliser de grosses performances athlétiques. Allez, on passe à la section 4, l'analyse de l'activité gymnastique. C'est le moment de relier la théorie au praticable et de voir comment ces règles anatomiques s'appliquent concrètement sur le tapis. Et là, la question devient vraiment passionnante. Comment est-ce qu'on manipule et propulse ces leviers osseux avec assez de force pour littéralement vaincre la gravité? Tourner, voler, c'est quand même un sacré défi mécanique. Pour y répondre, des experts de l'enseignement, comme Leguet et Carrasco, ont des approches super intéressantes. Ils ne regardent pas la gym comme une simple suite d'acrobaties. Pour Leguet, tout repose sur le pouvoir agir. Le gymnaste doit d'abord se créer des repères spatiaux pour maîtriser cette peur instinctive du vide. Carrasco, lui, décortique ça en schème d'action, en cherchant les structures internes répétitives qui déclenchent des synergies musculaires hyper précises. Section 5, le lexique du mouvement. C'est tout simplement notre dictionnaire visuel de la gymnastique. Un outil mécanique indispensable pour lire et analyser une routine avec une vraie rigueur. Le truc, c'est d'arriver à identifier ces actions de base. On commence par l'antépulsion. C'est l'action d'augmenter l'angle entre les bras et le tronc. C'est un mouvement critique pour s'élever et c'est principalement propulsé par le travail intense des muscles deltoïdes, juste là, aux épaules. Et à l'inverse, on a la rétropulsion. L'angle bras-tronc se réduit, les bras descendent. Pour réaliser ça avec force, notamment lors des appuis dynamiques, le corps fait massivement appel à la puissance des muscles du dos et de la poitrine. Passons aux jambes avec l'ouverture.
Ce mouvement, c'est quand on augmente l'angle entre les jambes et le tronc, par exemple en tendant complètement le corps. Ça sollicite un max les fessiers et les muscles du bas du dos, le long de la colonne. Son exact opposé, c'est la fermeture. Un grand classique. C'est quand on ramène les jambes vers la poitrine. Fermer cet angle taxe lourdement l'avant du corps, en particulier le puissant muscle psoas-iliaque au niveau du bassin et bien sûr la sangle abdominale. Dernière étape, la section 6, les muscles en action. C'est le véritable moteur du sport. Quand on relie ce vocabulaire du mouvement au vrai moteur anatomique, on comprend exactement comment chaque exploit est réalisé. Faire le pont entre la biologie et la performance, c'est génial. Des muscles ultra précis sont mobilisés pour des actions hyper ciblées. Prenez le muscle grand dorsal, c'est le moteur numéro 1 pour la suspension active et la rétropulsion, indispensable pour grimper à la corde par exemple. De l'autre côté, le psoas, qui fléchit la cuisse, c'est la force motrice invisible qui permet de lever la jambe pour monter en équilibre. À chaque exploit, son moteur dédié. En fin de compte, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'en ayant conscience de cette charpente et de ces réseaux musculaires, on ne regarde plus jamais le sport de la même manière. On passe du simple spectacle à l'admiration d'une vraie maîtrise biomécanique. Alors, la prochaine fois qu'une performance incroyable se présentera, posons-nous cette question. Quels sont les systèmes mécaniques invisibles qui, sous la surface, sont en train de propulser ce mouvement spectaculaire ?